Merci à tous d'être venus. Il y a encore des gens qui vont se joindre à nous d'ici peu, mais quand même, on va commencer. J'avais invité mon ami Yves Michaud, qui a eu l'avantage de lire mon livre, qui a été d'ailleurs le premier à le faire, à vous adresser quelques mots. Mais Yves m'a appelé cet après-midi pour me dire qu'il y avait des étourdissements et qu'il ne se sentait pas tellement bien. Malgré tout, vous avez vu que sur le site de Vigile, vous avez vu quel commentaire il a fait au sujet de mon livre. Je vous avoue franchement que quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu surpris et heureux que quelqu'un qui avait ce background-là, ce parcours en journalisme, ce parcours comme politicien, comme homme politique, ce parcours comme éditeur du journal Le Jour, Yves Michaud, là, c'est un monument. Alors, j'étais évidemment heureux, vraiment heureux qu'il ait porté un jugement si favorable sur mon livre. C'est aussi, vous le savez, le fondateur du MEDAC, le Robin des banques. C'est un monsieur qui s'y connaît en matière de finances. C'est d'ailleurs lui qui a été le premier à oser talonner Paul Desmarais pour lui demander des comptes. Oui. Avec Jessica. Avec Jessica, sur la profitabilité de Jessica, parce que tout le monde évidemment la met en doute. Et la question se pose évidemment donc pour des actionnaires du bien fondé de garder un placement, parce qu'il s'agit d'un placement, dans un portefeuille quand il rapporte rien et qu'en fait c'est finalement rien d'autre qu'un joujou pour Desmarais. Alors, puis un instrument de propagande. OK? Il y a un petit fleuri ici. OK. Alors, voilà ce que vous aurez dit, en gros, Yves Michaud. Mais il y a également quelqu'un d'autre ici qui est venu, à qui j'ai demandé de venir et à vous adresser quelques mots, c'est Mario Pelletier. Mario Pelletier avait écrit en 2009 un livre sur la caisse de dépôt. Et malheureusement, ce livre-là a été littéralement court-circuité par une manœuvre dolosive, employant un langage juridique, de la caisse de dépôt pour empêcher sa publication. Ben, quand je dis la caisse de dépôt, on se comprend, c'est surtout les gens qui contrôlaient la caisse de dépôt, et vous comprenez que quand je dis ça, ça veut dire quelqu'un d'autre que le Québec, et certainement quelqu'un d'autre qui a les intérêts et le bien commun à cœur. Alors, je vous laisse quelques moments avec Mario Pelletier, puis ensuite je reviendrai pour vous parler un petit peu du livre. Bravo. Merci, Richard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Richard Lehir m'a invité à vous adresser quelques mots. Et il m'a aussi invité aussi à signer la préface. Non? Est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Je recommence. OK. Bon. Alors, je disais que M. Richard Lehir m'a invité à vous adresser quelques mots, comme il m'avait invité aussi à signer la préface de son livre, ce dont je suis flatté et honoré. La véritable information aujourd'hui, l'information en profondeur, c'est pas la vérité sur les vraies affaires, les politiques et économiques, c'est dans les livres qu'on la retrouve, comme celui d'Alain Deneau sur les paradis fiscaux, celui de Richard Bastien, M. Bastien sur le coup d'État de Trudeau en 1982, et les livres de Richard Lehir sur les manipulations de Desmarais, de Charles Sirois, et aujourd'hui de Henri-Paul Rousseau. J'ai vu, et comme M. Lehir l'a dit, j'ai vu et senti personnellement à quel point un livre peut être dérangeant pour le pouvoir établi. Quand j'ai publié La caisse dans tous ses états en 2009, il a tout de suite été frappé d'interdit.
Je dis bien frappé d'interdit, car même s'il ne s'agissait que d'une mise en demeure de la caisse et non d'une injonction, il n'y avait pas motif, le couvercle a été aussitôt refermé sur le livre dans l'immédiat. Les entrevues annulées, etc. Et comme s'il n'existait plus, même s'il a continué d'être vendu par la suite dans les librairies, comme normalement. Mais le livre a été tué. Et malgré mes protestations à la presse et au devoir, notamment Devoir, rien n'est paru. Le Devoir dont j'ai été longtemps journaliste, plusieurs années journaliste. C'est là que j'ai été frappé, assommé plutôt par la chape de plomb qui pèse sur l'opinion publique en ce pays. Il faut dire quand même qu'on a parlé du livre ailleurs, et notamment dans la revue L'Action nationale, sous la plume de son directeur Robert Laplante, Robert Laplante, entre autres. Robert Laplante, c'est un autre. Aujourd'hui, mon livre se trouve ressuscité. Mon livre se trouve ressuscité en quelque sorte par l'ouvrage fouillé et audacieux de Richard Lehir. Un ouvrage qui montre à l'évidence que la perte catastrophique de 40 milliards de dollars par la Caisse en 2009, à elle seule, justifie une autre commission Charbonneau, avec moins de show et plus d'efficacité, si je peux dire. Comme je le dis dans la préface du livre, vous verrez dans ce livre qui a ou ont profité de la tempête parfaite, comme Henri-Paul Rousseau avait désigné la crise de 2008, qui a eu intérêt à tout sceller dans le béton d'un mystère de la vie, selon le terme mystificateur de Rousseau. Et pourquoi le gouvernement Charest a tenu si fort à ce qu'il n'y ait pas d'enquête publique sur les pertes de la Caisse? Vous comprendrez en lisant le livre de M. Lehir que l'affaire est sans doute beaucoup plus grosse qu'on ne le soupçonnait. L'enquête s'impose plus que jamais. Il faut que les Québécois sachent un jour ou l'autre la vérité, toute la vérité, sur le détroussement scandaleux de nos fonds de retraite en 2008. Tant que cet énorme abcès n'aura pas été vidé, il continuera de métastaser notre conscience nationale. Il faut saluer ici la persévérance inlassable de Richard Lehir, qui jour après jour, dans ses articles sur le quotidien Internet Vigile, et année après année, dans ses livres, travaille à démasquer et débusquer les grands prédateurs du Québec. Souhaitons tous que son livre, Henri-Paul Rousseau, siphonneur de la Caisse des dépôts, soit lu et commenté le plus possible à travers le Québec. Bonne soirée. Alors, merci Mario. Et quand vous lirez le livre, vous verrez que on a été complices. J'ai, avec sa permission bien sûr, pigé allègrement dans les passages les plus informatifs. Parce que dans le fond, ce que j'ai cherché à faire, c'est surtout à démonter l'appareil. Et lui, Mario, on avait fait déjà un grand bout. Il avait eu le bénéfice de rencontrer plusieurs des acteurs. Il avait mené des entrevues avec certains d'entre eux et il avait déjà un bon portrait. Mais en 2009, il n'avait pas le recul par rapport aux événements pour lui permettre d'apprécier exactement tout ça. Et puis bon, moi ça se trouve que j'ai navigué dans les milieux d'affaires du Québec et je me suis retrouvé à un moment donné vice-président d'un groupe d'assurance, la Laurentienne Mutuelle, et j'ai connu certains de ces acteurs-là. Alors, et j'ai surtout vu comment ils pratiquaient, c'était quoi le modus operandi. Alors, écoutez, quand on est... à l'époque, je veux dire, tout ça me passait un peu comme de l'eau sur les plumes d'un canard. J'arrivais pas, moi, à... Évidemment, j'étais pris dedans, là, puis je veux dire, j'avais pas de regard critique. Et je n'avais surtout aucune idée de quel pouvait être le dessein ultime de ces gens-là. Ça n'est qu'au fil des années que j'ai commencé à comprendre, et j'ai surtout compris en 2009, fin 2009, vous vous souviendrez,
comment on nous avait annoncé, là, tout de go, que Hydro-Québec allait se porter acquéreur d'énergie Nouveau-Brunswick. Et là, cette affaire-là, moi, je la sentais pas. D'abord, je connais le domaine de l'énergie assez bien. Et puis ensuite, je connais bien les provinces atlantiques, et en particulier le Nouveau-Brunswick, parce que moi, dans l'industrie pétrolière, dans le temps que j'y ai séjourné, j'étais responsable pour le Québec et les provinces atlantiques, jusqu'à Terre-Neuve, et même, dans les années 70, ça incluait même Saint-Pierre. Alors, je connais assez bien le territoire pour l'avoir arpenté dans le long, dans le large et dans le travers, surtout avoir développé des rapports avec certaines personnes. Et quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Et là, j'ai commencé à faire quelques appels. Et là, je me suis rendu compte que ça ne passait pas, puis qu'il y avait quelque chose que les gens ressentaient profondément. Ils avaient le sentiment de se faire déposséder. Ils avaient raison. Ils étaient en train de se faire déposséder. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais qui peut avoir intérêt à faire ça? Qu'est-ce que le Québec vient faire là-dedans? Qu'est-ce que le Nouveau-Brunswick? Pourquoi le Nouveau-Brunswick? C'était quoi l'affaire? Et c'est là que je me suis rendu compte que, finalement, il y avait une seule raison qui pouvait expliquer ça, c'est qu'à partir du moment où le Québec se portait acquéreur d'énergie Nouveau-Brunswick, le Québec perdait compétence sur Hydro-Québec. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? M. Charest serait venu dire, ah ben oui, ben là, Laurentides, on est vous comprenez, on est une compagnie, une compagnie sous compétence fédérale, fait que ça n'a plus tellement de bon sens qu'on demeure propriétaire de la compagnie, on va tout privatiser ça. Puis devinez à qui ça aurait été privatisé, ben là, bon, je l'ai raconté. Mais quand j'ai vu ça, moi, et je vous avoue franchement que je marchais les fesses serrées, hein, parce que c'était quand même dangereux ce que je faisais. Et j'ai donc alerté certains de mes contacts en leur disant, écoutez, c'est Desmarais qui est en arrière de ça. Puis j'ai dit, on va essayer de voir qu'est-ce que ça soulève comme poussière, ça. Et effectivement, à ma grande surprise, quelques jours plus tard, dans le Moncton Times Transcript, il y a le plus grand financier du Nouveau-Brunswick, Reuben Cohen, qui intervient. Il dit, j'ai 90 ans, c'est la première fois que je prends la peine d'écrire à un journal de ma ville. Et j'ai dit, la raison pour laquelle je le fais, c'est que je suis surpris. Et même, je ne comprends pas la logique de l'opération. On est en train de nous demander de nous départir d'un de nos plus importants actifs que nous avons mis des années à construire. OK? Et pourquoi? Pour qui? Puis là, il relate, le titre de son article, c'est « Be wary of Quebec ». Hein? Méfiez-vous du Québec. Et si vous allez sur Vigile, vous avez juste à faire ou même sur Google, vous faites « Be wary of Quebec, Vigile », puis vous allez tomber dessus, vous allez avoir tout son texte en anglais. Et vous allez découvrir qu'il raconte comment, en 1997, lui, il avait tenté d'acheter le crédit franco-canadien. Et que le gouvernement du Québec s'était mobilisé à la requête de Paul Desmarais pour empêcher que lui puisse acheter le crédit foncier. Et vous savez que le crédit foncier est le nœud pivot à partir duquel l'Empire Power s'est construit sur le plan financier. Alors, et si vous regardez, par exemple, au fil des années, qui a collaboré, qui a travaillé au Crédit foncier franco-canadien, vous allez avoir la surprise de découvrir à peu près tout ce que le Québec a compté comme ministre des Finances libérales, Raymond Garneau, etc., etc. Alors, bon, et là, vous découvrez là, qu'il y a tout un faisceau de relations autour de Paul Desmarais qui se sont mobilisés pour intervenir dans ce dossier-là. Et vous voyez aussi que parmi ces gens-là, ben, évidemment, on retrouve Paul Desmarais Junior, on retrouve, mon Dieu, on retrouve Sabia.
Michael Sabia, qui à ce moment-là faisait partie du partenariat pour la prospérité du gouvernement fédéral, et qui siégeait sur le même conseil que Michael Sabia. OK? Alors, ils étaient déjà Relié. copains comme cochons. OK? Et puis, ils étaient déjà en train d'organiser le monde selon mon oncle Paul. OK? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Bon, ça, une digression pour Hydro-Québec, mais c'est juste pour vous dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé qu'on était en train de se faire avoir. Là, on est en 2009. Moi, ça fait 40 ans que j'ai œuvré dans le monde des affaires. Et c'est uniquement en 2009 là, que la lumière s'est faite. Ça a été comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, okay, frappé par l'éclair. Et là, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Alors, j'ai commencé à fouiller, à tirer, puis plus je tirais, plus je trouvais. Et ça m'a amené à découvrir que tout ce qui fait l'objet de mon premier livre, de mon second livre aussi, parce que finalement, en cours de route, je me suis rendu compte que Charles Sirois, puis Paul Desmarais, c'était connecté par la fesse gauche. OK? Et que le lien est intéressant. Le lien, c'est Lucien Bouchard. Celui-là, là. Un suave. J'aime autant vous dire que Terrible. lui, il faut lui garder un chien de notre chien. OK? Et le troisième livre que vous avez entre les mains, là, et là, vous allez découvrir encore une fois Lucien Bouchard. Ah oui, Encore et toujours. Encore et toujours, perseverare diabolicum perinde à cadaver. Traduction, s'il vous plaît. Jusqu'à mort. Persévérer dans l'erreur jusqu'à la mort. OK? Et voilà, c'est notre... ça se peut pas. Dans mon premier livre sur Desmarais, j'ai consacré 64 pages à Lucien Bouchard. 64 pages où j'ai détaillé sa trahison, okay? Des intérêts du Québec. Et là, on le retrouve, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui a convaincu François Legault de se présenter à la tête de la CAQ. OK? Et puis, ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein? Ça, c'est Konrad Yakabouski qui écrit ça dans le Globe and Mail après une entrevue avec Lucien Bouchard. OK? Voilà, j'invente pas, là. Je vais chercher les morceaux d'information là où ils sont. À chaque jour. À chaque jour. Merci, Julien. Et, OK? Dans le troisième livre, évidemment, Lucien Bouchard joue un rôle épouvantable. Épouvantable. Vous vous souviendrez, en 2009, lorsqu'on nous a fait le coup à la Chambre de commerce, là, justement, de la tempête parfaite, du mystère de la vie. Et là, imaginez le culot du bonhomme. Front de bœuf. OK? Il est venu, là, tout le monde a trouvé normal qu'il se trouve par hasard, hein, à la Chambre de commerce pour applaudir son grand ami Henri-Paul Rousseau. Hein? Et puis, mais non, c'est que vous allez voir dans le livre, il y avait un gros hasard. Il était sur le payroll de la caisse. Parce que Coventry, le fameux conduit, OK? Tout ça, là, vous allez voir, c'est tout fabriqué chez Ward Davis, le cabinet de Lucien Bouchard. Alors, ça va être intéressant, s'il y a une enquête, de découvrir combien Lucien Bouchard a touché en honoraire, ou son cabinet a touché en honoraire, pour cette opération-là. Mais alors, Lucien Bouchard, il n'a pas dit qu'il représentait ou la Caisse, ou Coventry, ou Henri-Paul Rousseau. Il représentait l'un des trois. OK? Ou peut-être même tous les trois. Parce que c'est pas la moitié de sa face. Donc, il est là. Et puis, l'autre vient de parler d'un mystère de la vie. OK? Puis lui, il dit, j'ai jamais entendu une explication aussi éclairante, aussi lumineuse. C'est dans le journal, c'est pas moi qui l'invente, là. Vous allez retrouver retracé dans l'article où, je pense que c'est Sophie Cousineau de la Presse qui rapporte ses propos. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est ridicule. Il nous prend pour des cons.
Ben là, donc, puis entre-temps, moi j'avais découvert d'autres choses sur Lucien Bouchard, tout l'épisode des gaz de schiste, on le sait. Et catastrophique pour lui d'ailleurs. Hein? Heureusement. Ouais. Et à un moment donné, là, moi j'ai commencé à vouloir essayer de comprendre le personnage, je veux dire, faire la psychologie là, de Lucien Bouchard. Et puis alors de son frère. Alors je me suis amusé, parce qu'à un moment donné, quand on voit ça, là, il faut être capable de prendre de la distance et de rire un peu. Et là, j'ai écrit un article que vous allez retrouver sur VG aussi. Alors, vous allez me dire encore comment mon latin paraît. Mais je me suis amusé, j'ai intitulé l'article « Brutus Diplodocus et Thomas Diafoirus ». Okay. Brutus, c'est celui qui a assassiné César. Et vous vous souviendrez le rôle que Lucien Bouchard a joué pour évincer Parisot. Okay? Et Diplodocus, parce que bon, c'est un homme d'un autre âge, on s'entend. OK. Il est même antédiluvien. OK. Et bon, ben son frère, c'est un personnage aussi, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein? Alors, il me faisait penser à des personnages de Molière. OK? Puis là, je pensais à des personnages, des femmes savantes, vous savez. Et puis alors, bon, évidemment, en fouillant, je me suis rappelé de ma mémoire, de mes études classiques, qu'il y avait un personnage dans Molière qui s'appelait Thomas Diafoirus. Et je trouvais tellement que le nom lui faisait bien. Alors j'ai voulu le prendre, puis là je me suis rendu compte, c'est plate, c'est dans le Malade imaginaire, c'est pas vraiment la bonne pièce. Mais j'ai trouvé sur Internet une vidéo où on voit une nouvelle interprétation des femmes savantes ou du Malade imaginaire, ça n'a pas d'importance, et un personnage mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Gérard Bouchard. Alors je me suis dit, bon, ben, on va en faire une petite entrave à Molière, là, puis on va prendre Thomas Diafoirus quand même, juste pour... Et puis, encore une fois, mon latin, j'ai intitulé en sous-titre Castigat ridendo mores. Hein? C'est ça. Il fustige les mœurs des puissants, les pratiques des puissants, en les tournant en dérision. Okay? Et c'est donc ce que je me suis amusé à faire. Mais lorsque vous lisez la longue partie qui concerne Lucien, vous allez voir comment. C'est incroyable. Puis le pire, c'est que c'est lui-même qui s'est dévoilé. Parce que quand Paul Desmarais est mort, il a donné une entrevue à la presse, dans laquelle il relate des circonstances dans lesquelles il a rencontré Paul Desmarais. Et c'est lui, j'ignore, je ne savais pas ça, qu'il nous explique qu'il avait rencontré Paul Desmarais en avril 2005, à l'occasion du sommet irlandais, le Shamrock Summit, comme l'ont appelé les médias anglophones, lorsque Reagan était venu à Québec avec Mulroney, puis ils avaient dansé. Puis vous vous souvenez, là, le show que vous avez donné, When Irish Eyes Are Smiling, oui. OK? C'était... Ah oui, en 80. Je ne peux pas résister. On ne pouvait pas résister. Too good to be true. OK? Alors, ils nous ont fait le coup, on a tous mordu dedans, mais sauf que Lucien Bouchard s'est retrouvé à la même table que Desmarais. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Évidemment, ça avait été organisé avec le gars des vues, hein, on s'entend. Parce que ces histoires-là, dans le protocole, vous savez que qui décide, hein, c'est le gouvernement qui décide, qui invite. Donc, c'était un grand truc officiel, donc c'était le gouvernement fédéral, c'est Mulroney qui s'était arrangé pour que Bouchard soit à la même table que Desmarais. Et puis, Mulroney savait déjà qu'il allait nommer en juillet de la même année, quelques mois plus tard, Lucien Bouchard comme ambassadeur à Paris, et il savait qu'à ce moment-là, Paul Desmarais était en train de démarrer en grande ses affaires en France. Donc, en les faisant se rencontrer, il se trouvait à servir les intérêts de celui qu'il appelle, parce que ça aussi, ça vaut la peine de le savoir. Mulroney, quand il parle en entrevue, encore au moment des funérailles de Paul Desmarais, il parle de Paul Desmarais comme son frère. Hey! Okay.
Donc, il présente son frère à son meilleur ami. OK? Et puis, bon, ben, arrangez-vous, les gars. OK? Puis, effectivement, il s'arrange parce que pendant toutes les années où, Lucien est ambassadeur à Paris, ben, écoutez, il a accès au salon de l'ambassade pour toutes ses réceptions, etc. Puis, même souvent, les réceptions sont données pour lui par son Excellence ambassadeur Lucien. Alors, là, on découvre ça. Puis, vous allez voir aussi, il y a une entrevue de Radio-Canada en 1995, au moment où on annonce la nomination de Lucien comme ambassadeur à Paris. Et donc, il fait, là, ça vaut la peine d'aller la voir. Okay? Parce que là, il dit carrément qu'il est un Canadien. Un Canadien français. OK? Et alors, lui, là, OK, sa loyauté, là, n'est pas... C'est pas le Québec. OK? Puis à ce moment-là, là, il n'était pas question pour lui. Là. Donc, il s'exprimait sincèrement, du fond du cœur. OK? Et voilà. Alors, évidemment, ils se sont retrouvés à Paris, donc ils ont fait des affaires ensemble. Puis ensuite, probablement qu'au gouvernement, quand Lucien était là, ils ont fait des affaires ensemble. Et puis, Lucien avait rassuré Paul en lui disant, ben écoute, tu sais bien que je ne ferai jamais l'indépendance. OK? Alors, Paul n'était pas inquiet. Mais là, Paul part. Lucien part. Là, ça devient important. Et là, il faut s'assurer qu'on va nommer à la caisse quelqu'un qui est un ami, parce que Paul a des visées sur la caisse. OK? Et effectivement, c'est comme ça que Paul Rousseau va se retrouver à la tête de la caisse de dépôt. Mais il faut savoir, auparavant, que Paul Desmarais était parvenu à briser la résistance qu'on lui opposait, parce que Robert Bourassa savait quelles étaient les intentions de Paul Desmarais, et il les connaissait certainement en ce qui concerne Hydro-Québec, et je vous raconte dans le livre comment moi je l'ai appris, parce que je l'ai appris de Robert Bourassa lui-même. OK? Et Bourassa m'avait dit, hors de question qu'on privatise jamais Hydro-Québec, parce que moi j'avais fait, comme président de l'Association des manufacturiers, la suggestion de privatiser Hydro-Québec à hauteur de 10 %, parce qu'à ce moment-là, on avait des gros déficits, hein, 5 milliards de dollars. Là. On fait une panique à l'heure actuelle parce qu'on fait un déficit de 2 milliards. Et puis le PIB du Québec aujourd'hui est infiniment plus important qu'il ne l'était en 1980. À ce moment-là, c'était en 94, 13, OK? Et aujourd'hui, on atteint à peine 2 milliards, tout le monde est sur le gros nerf. OK? Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, que c'est complètement injustifié. Et donc, il y avait Bourassa parti, c'est Daniel Johnson qui se retrouve Premier ministre pendant quelques mois. Daniel Johnson, c'est l'ancien secrétaire de Power. Alors, la première chose qu'on sait, Daniel Johnson nomme, à un moment où personne ne regarde ce qui se passe, parce que c'est les mois qui précèdent l'élection, et il nomme quelqu'un qui est très proche de Power. Il s'agit de Jean-Claude Bachand, le frère de Raymond, qui devient membre du CA de la Caisse. Et il va faire tellement de tintouin à Jean-Claude Scrère, qui est à ce moment-là président, que Scrère, à un moment donné, va lui... Parce qu'à chaque fois qu'il y a des réunions, il reçoit les téléphones le lendemain de Paul et puis d'André, Paul Junior puis d'André, qui veulent lui faire changer les choses qui ont été décidées au Conseil. OK? Et puis, donc, il dit non. À un moment donné, il dit à Jean-Claude Bachand, ben écoute, là, tu es en conflit d'intérêts, tu ne peux plus voter sur ces questions-là. Alors, c'est la raison pour laquelle on débarque Scrère. Il est gênant. OK? Et vous regarderez comment on l'a fait, c'est absolument dégueulasse. La manœuvre, je suis tombé par hasard dessus. Et vous allez voir comment, mais c'est dégoûtant. Dégoûtant. OK? Et il se trouve que dans ma jeunesse, on habitait un quartier anglophone. Et la librairie du coin, c'était une librairie anglophone. Puis j'étais tombé à un moment donné sur une grosse biographie qui était en liquidation au petit libraire du coin. C'était une grosse affaire, très brique, là. Okay, 649 pages à peu près. OK. Et
c'était la biographie de William Randolph Hearst. Ça s'intitulait Citizen Hearst. Puis moi, bon, comme on habitait un quartier anglais, je parlais l'anglais, j'avais lu ça, j'avais dévoré ça de couvert à couvert dans le temps de le dire. Et c'était bon. Alors j'ai donc tout lu l'histoire de William Randolph Hearst, et j'ai vu comment il avait développé son empire de presse et sa mégalomanie, parce que figurez-vous que lui aussi s'est fait construire un château. Alors la question est de savoir si finalement Desmarais n'a pas lu la même biographie que moi. OK. Parce qu'il a avoué qu'il était grand amateur de biographie. Alors comme j'en ai lu quelques-unes de personnages, et donc dont en particulier une autre qui est celle de Armand Hammer, l'ancien président d'Occidental Petroleum. Vous savez, bon, ayant travaillé dans l'industrie pétrolière, je suis toujours intéressé aux questions de pétrole. Puis Armand Hammer est un bonhomme assez spécial. Et finalement, quand on regarde cette biographie-là, puis qu'on regarde la stratégie de Desmarais avec Total, c'est la même stratégie que Armand Hammer avec Occidental Petroleum. Alors, encore une fois, on avait lu la même biographie. Et donc, voilà comment toute l'affaire, vous allez le voir, tout est là. Puis de fil en fil, vous allez arriver, et vous allez découvrir qu'à un moment donné, il y a une compagnie que il liquide tout, il brade tout, il défait la mémoire institutionnelle. Puis à un moment donné, on se rend compte que ça ne peut pas être pour autre chose que pour défaire l'État du Québec, c'est pour démembrer le bien collectif de façon à le privatiser. Alors, à un moment donné, la Caisse ferme ses bureaux, tous les bureaux à l'étranger. Ben oui, bien sûr, parce que la Caisse, il faut comprendre qu'elle faisait concurrence aux entreprises, okay? Parce qu'elle offrait des services que ces entreprises-là souhaitaient offrir. Desmarais, quand il voyait la Caisse jouer dans sa talle, puis avec des moyens qu'il n'avait pas, okay? Il dit, ça n'a pas de bon sens. Alors, il s'est dit, hey, un instant, je vais me mettre là-dedans. Il s'installe, et puis, il cherche à détourner le fonctionnement de la Caisse à son profit. Et c'est ce qu'il a fait avec, vous allez voir, c'est détaillé, avec Henri-Paul Rousseau. Et puis, une fois Rousseau parti, il fallait bien le remplacer. Michael Sabia, la même chose. La même chose. Puis vous regardez tout ce qui entoure Sabia, puis vous voyez là d'où ils viennent, c'est qui, c'est quand, c'est comment. Hein? Alors, puis Coventry, alors imaginez Coventry, la caisse de dépôt, c'est une institution fiduciaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle doit se cantonner dans les placements de bons pères de famille. OK? Vous rendez-vous compte là que on a tellement, et puis ça c'est merci la presse, c'est elle qui est responsable de ça, on a tellement détourné comment dirais-je, le raisonnement des gens sur la finalité de la Caisse, qu'aujourd'hui on mesure la performance de la Caisse chaque année par les rendements les plus élevés. Alors, tout fier de nous annoncer qu'ils sont dans le premier quartile et puis qu'ils ont obtenu 14% de rendement. Allô? Allumez, c'est grave. C'est pas de la performance, ça. Parce que vous savez, plus le rendement est élevé, plus le risque est grand. Hein? Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré de risque associé avec ces placements-là est trop élevé pour une institution comme la Caisse. On n'a pas besoin d'être meilleur que les autres. On n'est pas un fonds spéculatif, on n'est pas un hedge fund. OK? On gère ça comme un hedge fund. Puis avec l'idée, bien sûr, qu'une fois que ça serait véritablement un hedge fund, on dirait au gouvernement, bien écoutez, qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Et puis, savez-vous, on va vous l'acheter. Des peanuts, bien sûr, mais on va vous l'acheter pareil. OK? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on nous induit, on nous amène à penser que ça doit fonctionner d'une certaine façon, alors que non, c'est pas ça. Si au lieu d'avoir 14%, on avait juste 9%, d'abord ça serait énorme, compte tenu de ce que sont les rendements aujourd'hui, et puis ça voudrait dire que les gens qui ont leurs épargnes
et leur sécurité financière pour leurs vieux jours, le minimum de base, OK, il est garanti. Okay? Ces gens-là, là, ils ne veulent pas des rendements, ils veulent une sécurité. Okay? Alors, on a détourné la mission de la Caisse, complètement détournée. La mission de la Caisse, c'est la sécurité financière. Okay? Et là, c'est le rendement. Le culte du rendement depuis 2002. Okay? Ridicule. Ridicule et dangereux. Tellement dangereux que le pire qui pouvait arriver est arrivé. OK? Alors... C'est pour les primes, non? Hein? C'est pour les primes. Des primes de gestion. Ah, ben, alors, imaginez, à part ça, des primes au rendement. Hein? Ah, c'est plus des primes, là, c'est des pouces au crime. OK? Ça a tellement grimpé avec tout ça, c'est ce qu'on a fait. C'est épouvantable. Alors, c'est tout ce portrait-là que je trace. Et quand vous allez le lire, là, moi, je peux vous le dire, simplement à l'écrire, j'avais par moment Le poil qui se hérisse. le poil qui se hérissait sur les cheveux de la tête. J'étais sidéré qu'on ait pu prendre autant de risques avec Coventry. Coventry qui est... imaginez, la Caisse ne devrait jamais être là-dedans. Hein? On est dans le papier... vous savez, on a entendu parler du papier commercial adossé à des actifs, les fameux PCA. Oui. Ben, Moody's et Standard & Poor's, les deux plus grandes agences de notation, avaient dit, nous, on n'évalue plus ça, c'est trop risqué. Mais la Caisse avait besoin pour quelqu'un, pas pour elle-même, parce que ça ne servait vraiment pas ses besoins, avait besoin de gros rendements pour quelqu'un, pour accommoder quelqu'un, devinez qui, OK? Qui, lui, avait besoin de gros rendements, parce que c'était son levier financier. Donc, la Caisse a pris l'initiative, alors que normalement, elle n'aurait jamais dû acheter du papier commercial qui n'était pas assorti de 2 notes de crédit favorables, 3A, parce que la Caisse ne peut pas investir dans autre chose que du 3A. Okay? Elle aurait dû avoir 2 notations. Elle s'en est contentée que d'une seule. Et non seulement elle ne s'est contentée que d'une seule, celle de DBRS, Dominion, pour ceux qui se souviennent quand même mémoire longue, qui savent comment DBRS a fricoté dans les évaluations des obligations du Québec, okay, pour nuire à des fins politiques. DBRS, Dominion Bond Rating Service de Toronto. Allez sur leur site et vous allez découvrir la clause d'exonération de responsabilité. Quand vous avez vu ça, il faut être fou là, pour se fier à leurs opinions. OK? Alors, la Caisse achète ça et émet elle-même, par l'entremise de Coventry, dont elle est actionnaire, des titres, okay, qu'elle achète. Alors, non seulement les vend-elle, mais elle les achète. À la fin du compte, elle se retrouve à elle seule, au moment de la crise, avec 34% de tout le papier commercial au Canada. Alors, sur la base de notre population, ça devrait être 23%. Sur notre base de notre PIB, ça devrait être 21%. On en avait 34. La différence entre le 21 et le 34, c'est la différence de performance de la Caisse par rapport aux autres caisses pendant la crise financière. Normalement, si on avait été comme tout le monde, on aurait eu des pertes de l'ordre de 20 milliards. Mais comme on n'était pas comme tout le monde, comme on avait pris des risques que personne ne prenait, et qu'on le faisait par complaisance pour accommoder quelqu'un, eh bien, on s'est retrouvé avec des pertes de 40 milliards, dont environ 13 ou 15, pour être plus précis que ces 15, sont reliés tout simplement à des risques excessifs. Ça a l'air qu'on les a récupérés. Oui, mais ça, c'est l'étude de l'économiste Pierre Fortin. Vous comprenez bien que la sortie de cette étude-là n'est pas étrangère à la sortie de mon livre. OK? Tu sais, il ne faut pas en prendre. On a vécu, là. Hein? On n'est pas né de la dernière pluie, là. Il faut regarder ce qu'il y a là-dessous, d'ailleurs. Oui, alors vous allez découvrir, si vous demandiez à Pierre Fortin, demandez-lui combien il a été payé pour faire cette étude-là. Puis par qui? OK? Et puis vous aurez le fin mot de l'affaire. OK? C'est aussi triste et pathétique que ça. Tu sais, c'est des mercenaires, ces gens-là. Hein?
OK? Alors, moi, je sais, j'en ai engagé à un moment donné là, pour faire des études dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. Je me souviens, on en avait fait une chez Molson. J'avais été chercher des économistes. Et puis, bon, ben, tu sais, il y a une blague assez cruelle, mais je vous la raconte. Quand vous demandez à un comptable combien ça ferait 1 plus 1, il va vous répondre 2, et puis il va vous mettre une série de notes aux états financiers. OK? Quand vous demandez à un économiste, il va vous dire, ça dépend de la conjoncture. Puis là, il va vous faire un scénario. Il dit, ça peut être 2, ça peut être 1, mais ça peut être 4. OK? Puis là, vous choisissez le scénario qui vous attend l'avantage le plus. Quand vous demandez à un actuaire, ben l'actuaire, ça c'est très différent. L'actuaire, lui, va se retourner vers vous, puis il va vous dire combien vous voulez que ça fasse. OK? Bon. Alors voilà comment vous êtes capable de vous retrouver dans le dédale de la caisse de dépôt et quelques fils conducteurs pour arriver à saisir ce qui s'est passé dans tout ça. Mais je vous promets que vous allez en sortir renversé et bouleversé. OK, merci. Pour être un peu d'actualité, M. Meilleur, il y a 2 choses dont je vous pose comme problème. Comment il se fait que le PQ nomme Lucien Richard et puis qu'ils ont renouvelé le mandat de Savia? Maudite bonne question. J'aimerais avoir la réponse. Ils vont perdre des élections. Il y en a plusieurs comme ça. Le mandat de Savia, ça c'est vraiment incompréhensible. Ils ont renouvelé Savia.